Bonjour, bienvenue sur un apéro avec Moto Magazine, votre petite friandise du vendredi soir. On y parle historique, technique, moto, histoire. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, Fred, mais en tout cas, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis hyper content et je suis avec Jacques Bussillet. Alors, Jacques Bussillet, les anciens le connaissent, une carrière motocycliste, journaliste de près de 50 ans, moto-journal. Tu as même été à LVA, à Moto Légende à une époque. Voilà. Et si j'avais envie d'échanger avec toi, c'est pour deux choses. D'abord, je vais être très franc, tu as fait un livre il y a 15-20 ans sur Michael Wood et la Honda 6. C'est en quelle année? Je crains que ce soit il y a 30 ans, puisque 30 ans maintenant, je l'ai fait en 94. D'accord, 94, ok. Donc, pour le trentenaire de la naissance de cette moto. D'accord. Et c'était pour moi un livre référence. Je l'ai feuilleté. A priori, beaucoup de gens ont été comme moi, puisqu'il y a une réédition. Parce que voilà, ça, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, donc une réédition qui est ici. Hop. Voilà, Michael Wood et la Honda 6. Donc voilà, alors on a la chance d'avoir une réplique de ce moteur. Et j'aimerais que tu nous dises quel a été ton premier souvenir de ce moteur, de cette moto, dans ta vie de journaliste moto. Alors en fait, je dirais mon premier souvenir, c'est lié à toute l'attirance qu'avait le Japon pour moi depuis très longtemps. Donc, parce que quand cette moto arrive, le début des années 60, l'arrivée des usines japonaises en Grand Prix, Honda, Suzuki, Yamaha, tout ça, ça me fascine tout de suite. Parce que derrière, je vois aussi toute la mythologie des samouraïs du Japon qui était si lointain à l'époque. Hein. Ok. Et ma passion des moteurs, ma passion de la course, mais surtout ma passion des hommes, c'est de me demander qui sont les gens capables de fabriquer ces moteurs. Si on ajoute qu'à l'époque, les Japonais mettaient des couvertures sur leurs motos, ne montraient rien, il y avait une part de mystère colossale. Bien sûr. Il y avait toute une sémantique liée aux énigmatiques orientaux, à ces Japonais qui ne répondent pas, qui sourient. Ouais. Il y avait toute une mythologie presque, et tout se mélangeait. Donc quand ils sont arrivés en Grand Prix, on va dire à milieu des années 50, début des années 60, c'était des extraterrestres pour nous les Européens. Enfin, toi tu me dis ils étaient bizarres, ils étaient entre eux. Mais est-ce que vous avez tout de suite senti, toi en tant que journaliste et les pilotes que tu fréquentais, parce que tu les connaissais tous à l'époque, que c'était une menace? Non, mais moi, au moment où je découvre tout ça, il ne faut pas oublier, je suis ado. Hein, je suis un ado boutonneux qui découpe les couvertures de motor vue pour les coller sur son mur. Seulement les couvertures de motor vue? Non, j'ai jamais mis une femme nue sur mon mur, mais j'ai mis des motos. Hein. Okay. Non, mais tu vois, tout se mélange, et donc il y a une part de mystère. Il y a le fait, il faut le ramener à l'histoire aussi. C'est après que petit à petit la découverte du Japon, c'est-à-dire que le Japon redevient fréquentable en 64 quand il organise les Jeux Olympiques. Soichiro Honda raconte qu'à son premier voyage en Angleterre en 56, il se fait insulter. Ah oui. C'est un Jap qui a fait la guerre. Qui a fait la guerre. Bien sûr. Et il y a tout ça qui se mélange. Et ces gens, si j'ose dire, d'abord, c'est une nécessité économique pour eux. Ils ont relancé leur industrie. Le Japon, comme l'Allemagne, a bénéficié des soutiens américains pour se relancer, pour se reconstruire. Et maintenant, il faut qu'ils gagnent de la crédibilité, si je puis dire, de la reconnaissance. D'accord. Et Soichiro Honda est le premier des grands industriels japonais à le comprendre, en disant il faut y aller. Alors dans l'automobile, il commençait un petit peu, et c'est Honda a dit le seul moyen de faire parler de moi, c'est de faire de la compétition. Donc il dit à ses ingénieurs, débrouillez-vous, je veux les meilleures machines de course du moment. Ok, donc revenons à la... Alors, elle s'appelait la RC 160. RC 165 166. Voilà, parce qu'elle s'était déclinée en 2 cylindrées. Je crois que pour que Michael Wood puisse courir, elle était en 250. À la base, c'est une 250. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a une guerre féroce entre les 4 temps et les 2 temps. Oui. Les 2 temps progressent à toute vitesse au début des années 60. Oui, exact. Puisqu'on sait que le dénommé Ernst Degner, ancien pilote ingénieur de MZ, est passé chez Suzuki. Mais moi, maintenant, je pense que, par exemple, Yamaha a développé ses meilleurs moteurs sans l'aide de MZ ni de Degner. Donc, de toute façon, les ingénieurs japonais en 2 temps étaient en mesure de les faire progresser à toute vitesse. Bien sûr. Soichiro Honda a compris la menace et a dit à ses ingénieurs,
débrouillez-vous pour les contrer. Et la seule solution pour qu'un 4 temps contre un 2 temps, c'est de gagner du régime. Si on veut gagner du régime, on doit diminuer la cylindrée unitaire. Les masses en mouvement. Si on diminue tout ça, on fait des cylindres plus petits, dont on multiplie le nombre de cylindres pour une capacité égale. Alors, si je me rappelle bien, alors tu vas peut-être me corriger, c'est 66 la première année où on la voit apparaître. Alors, la première année où elle apparaît, c'est fin 64. Fin 64. 64. Ah oui, d'accord. Et Okay. d'ailleurs, elle ne s'appelle pas encore RC. Elle s'appelle 2RC 164. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une anecdote, mais quand ils l'emmènent au Grand Prix d'Italie, ils la déclarent comme une vieille 4 cylindres et ils enlèvent 2 pots d'échappement. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les papiers. Ouais, C'était l'époque où les douanes étaient pointilleuses. Et en plus, bon, après, il y a l'histoire, l'anecdote. Dans le paddock, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont sorti ce missile. Et donc, ils ont enlevé 2 pots d'échappement pour pas que les gens se doutent qu'il y a quelque chose. Et en fait, Aika, le team manager, enfin le chef technique de l'équipe technique sur place, dit dès qu'on l'a démarré, ça a été la révolution. Personne n'avait jamais entendu un son pareil sur un circuit de moto et même d'auto à l'époque. D'accord. Donc en fait, elle apparaît en 64. Donc c'est une 250 ? C'est une 250. D'accord, donc on est bien d'accord, 6 cylindres en ligne. Voilà. Alors moi, je me souviens, dans le livre que tu avais écrit, tu avais montré les photos de... C'est un vilebrequin qui est très complexe, qui est assemblé manneton par manneton. Accroché à une structure en magnésium très légère. Ouais. Donc il est vissé sous cette structure qui elle-même est à l'intérieur du carter supérieur qui est extrêmement rigide puisqu'on a les cylindres sont solidaires du carter supérieur. D'accord. Technique que reprendront dans les années 90-2000 les 4 cylindres japonais de série. Il faut dire que les Gilera des années 50 avaient déjà un vilebrequin rapporté et vissé sous le carter supérieur. D'accord. C'était déjà connu. D'accord. Mais disons qu'eux l'ont porté, si j'ose dire, au summum à cause de la petitesse de tous ces organes. Tout est minuscule à l'intérieur d'une Honda 6. Et je crois qu'ils prenaient 16 000 tours. Alors, c'est ça, non ? Entre 16, les dernières versions ont monté jusqu'à 18 000 tours. D'accord, 16 000, 18 000 tours. Donc, elle sort en 250. Pour que Michael Wood puisse courir en 500, je crois qu'ils font... Non, pardon. Elle sort en 250. Ouais. Alors, ils font une première version de la 250 un peu suralaisée. Oui. Mais ils ne s'en servent quasiment pas. Elle fait une course. Par contre, pour l'année 67, ils élargissent ce moteur à 290. D'accord. Pour qu'il puisse courir en 350. D'accord. Il n'y a jamais eu de 500 6 cylindres. Donc, alors, on le sait, ce moteur en 250, il a tout gagné. Alors, il était assez compétitif. Il était très compétitif. Il a tout gagné en 66 avec Elwood. Ouais. Parce qu'à l'époque, les 2 temps n'avaient pas encore l'allumage électronique, donc n'étaient pas assez fiables. Mais en 67, avec l'arrivée de l'allumage électronique, les premiers allumages électroniques, les Yamaha font jeu égal en puissance et vont même plus vite que le Honda 6. Ah ouais, d'accord. Et comme elle casse moins, là, le Honda 6, il est à la limite de ce qu'il peut fournir. Parce que là, on va briser un mythe. C'est un moteur qui était fragile, le Honda 6 ? Un moteur est fragile. On n'en a jamais parlé de ça dans toutes les histoires sur ce moteur. Un moteur est fragile en fonction de ce qu'on lui demande. Oui, bien évidemment. Bon. Donc le maximum en compétition. Quand on lui demande d'aller encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite, et on va grappiller 300 tours de plus, 400 tours de plus, on le fatigue plus. Et puis, ils arrivaient à l'époque aux limites de la métallurgie, en particulier les ressorts de soupape. Ouais, qui entrait en résonance et qui cassait. Le valve float, comme on dit. Voilà, le valve float. Ils avaient ça. Ils avaient à ces vitesses-là un autre problème qui était le calage timing d'Arbracam. Ils ont eu des soucis où parfois, à très haut régime, le calage se désaxait. Alors, il faut savoir qu'à ce régime-là, à l'époque, c'était les cascades de pignon, bien évidemment. C'était pas une chaîne de distribution. Voilà. C'était une cascade. Et il pouvait arriver effectivement qu'une dent saute et que ça décale l'allumage, ce qui évidemment faisait rencontrer une soupape avec les pistons. Je rappelle quand même qu'on est en 64, c'est ça ? Il apparaît, donc ça veut dire qu'ils ont dû commencer... Ce moteur a couru pour la première fois en septembre 64 en Grand Prix. Voilà. Et pour la dernière fois en Grand Prix en octobre 67. D'accord. Et ensuite, Michael Wood et Ralph Bryans, les pilotes Honda, s'en sont servis dans des courses internationales, mais les championnats du monde ont été finis pour ce moteur
à la fin de la saison 67. D'accord. Alors pour rappel, donc 6 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre déjà soupapes à par l'époque, cylindre. une distribution par cascade de pignon. On avait 6 carburateurs. Et attention, cette machine pouvait avoir des carburateurs ronds, Ouais, comme ceci, d'accord. ou plats. Les carburateurs plats permettaient de plus haut régime et étaient utilisés sur les circuits très rapides. D'accord, Bon. genre Hassel ou l'île de Le Man. problème Quoi. de ces carburateurs, c'est que vu le nombre de carbus et le nombre de gicleurs, Ouais. pour ne pas avoir perdre du temps à changer les gicleurs, ils utilisaient plusieurs rampes de carbus Ouais, il changeait la rampe. pré-réglées et ils changeraient les six carbus. D'accord. Et c'est tout ça aussi qui contribuait au mythe, parce qu'aucune usine n'avait jamais fait ça avant sur un circuit de vitesse. D'accord. Donc que les observateurs, les journalistes, les autres techniciens voyaient 10 rampes de carbus Ouais, les mecs différents. faisaient ça, ils Et disaient. les mecs arrivaient, tac, ils changeaient D'accord. 6 carburateurs d'un seul coup. Et donc boîte 6 et embrayage à sec, c'est ça? Non, 7 vitesses. Boîte 7 Ah ouais, boîte d'accord. 7, Ah ouais, c'était exceptionnel. Non, puisque ouais. les vitesses ont été limitées à 6 en Oui, c'est ça. 1969. D'accord, ok. Donc avant, c'était open La bar. quoi. 125 4 cylindres avait 9 vitesses. Oui, exact. Et, ouais. et les deux temps Suzuki Ouais, ont eu jusqu'à 14 vitesses. D'accord. Et évidemment une magnéto parce qu'à l'époque c'était. Et c'était leur problème. D'accord. C'est-à-dire Alors- que Magneto est vis-platiné. Et donc ce moteur, Ouais, avec d'ailleurs, les régimes. les répliques ont un allumage électronique. D'accord. Et en fait, le paradoxe, c'est que c'est un moteur qui a gagné beaucoup de courses. Alors, il a gagné beaucoup de courses en pourcentage du nombre de courses qu'il a fait. Ouais. Mais si vous le ramenez à l'époque actuelle, comment dire, intrinsèquement, il n'a pas fait un si grand nombre de courses que ça. Parce qu'à D'accord. l'époque, il y avait 7 ou 8 grands prix par an et par catégorie, Ouais. quelques courses internationales. Oui. Et donc, si vous faites l'addition du nombre de courses, aujourd'hui, on est à 18 à 22 grands prix par saison. Oui, oui, avec en plus maintenant la course sprint du Alors, samedi. Voilà. ouais. Et en fait, sachant qu'ils ne laissaient pas leurs pilotes les utiliser beaucoup dans des courses non Grand Prix, Ouais, les courses mercenaires, quoi. en nombre brut, j'ai jamais fait le calcul, mais ça pourrait paraître faible sur une telle distance dans le temps. D'accord. Et est-ce qu'il a été champion du monde, ce moteur? Oui, il a été champion du monde en 66 En 66, et en d'accord. 67. D'accord. Bah écoute, merci pour ces renseignements. C'est vrai que c'est pour moi et pour beaucoup un moteur mythique. Et- Un mot quand même de Oui. ça, c'est, si j'ose dire, une contrefaçon en plastique. Oui, alors ça, c'est une aparté que je vais faire. En fait, ce moteur, c'est un passionné qui l'a fait avec une imprimante 3D. C'est un Alors, truc hallucinant. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. J'ai presque envie de dire, c'est presque un chef-d'œuvre de compagnon. Oui, Parce c'est vrai. que, en fait, sur une idée, d'ailleurs, de celui qui a organisé cette expo de moteur, Yves Carlo, et dont donc, on a fait une vidéo. avec, malheureusement, il faudrait demander son nom à Carlo, mais quand même, un prof d'un lycée technique qui a fait ça avec ses élèves pour les passionner. Ouais. Donc, ils ont fait toute la modélisation 3D. Le moteur est vide. À l'intérieur, il y a des bouts de ferraille pour que tout tienne. Ouais, Mais c'est une maquette en plastique, pour en fait. moi, c'est le, comment dirais-je, c'est la merveille, c'est ça l'éducation, l'apprentissage. Ces enfants, ces adolescents se sont passionnés pour un truc qui a quand même 70 ans. Hein, Ouais, c'est vrai, ouais. et on collaboré, on fait une œuvre collective en résonance avec quelque chose qui s'est passé au Japon il y a Dans très les années longtemps. 60. Et c'est pour ça que toute cette maquette, tout ce prototype, toute cette reproduction est intéressant, parce qu'il y a presque une aussi belle aventure humaine dans cette réplique, Qu'à l'époque. toute proportion gardée, Oui, bien je dis sûr, bien, bien sûr. qu'à l'époque, quand les équipes d'ingénieurs japonais planchaient là-dessus. Alors Jacques, je voudrais finir. Est-ce que pour toi, honnêtement, ça a été le moteur de compétition du siècle dernier, ou pour toi, il y a eu un moteur encore plus exceptionnel que le Honda 6, honnêtement? Alors, je ne vais pas dire pour moi, il est reconnu, les moteurs Honda sont techniquement les 4 temps les plus évolués De l'époque. du XXe siècle. D'accord. Hein. Faut pas oublier que la 125 5 cylindres montait jusqu'à 23 000 tours. Oui. Et il faudrait dire un mot, ils ont été aussi la matrice du moteur NR à piston ovale. Ah, que mon ami Phil a essayé pas plus tard qu'il y a 3 jours. Voilà. Et bon, j'ai eu la chance d'en discuter longuement avec Iri Magiri, l'ingénieur qui a travaillé sur une partie. On lui attribue le moteur, mais il dit
de façon très Oui, c'est un réaliste, travail d'équipe. qu'il a travaillé à une partie du moteur, la culasse, la distribution principalement. Mais il me disait que pour lui, le moteur à piston ovale qu'il a fait Ouais, de la NR, est ouais. le 4 temps ultime, parce qu'il dit, une fois qu'on a résolu les problèmes de ressort de soupape, avec des soupapes pneumatiques, ce qui n'existait pas à l'époque, Non, bien ils sûr. n'avaient pas, il dit, mon moteur à piston ovale pourrait prendre 25-30 000 tours, et c'est le 4 temps ultime. Ouais. Donc en fait, ça représente aussi la marche vers ce qu'on peut appeler le moteur 4 temps ultime que les ingénieurs japonais de Honda ont fait dans ces années 60. Ok, bah écoute, merci pour tout ça. C'était un Non, plaisir c'est- déjà de se recroiser. C'est rigolo, c'est sympa, mais et- moi je suis bluffé de voir Voilà. ça. Tu as vu le détail, ils sont même allés chercher Ouais, les sorties de tubes pour bleus. le là. radiateur d'huile, ouais. Non, non, c'est superbe. Anodisé en Superbe. bleu, c'est Voilà. merveilleux. Et puis, Merveilleux. donc, n'oubliez pas, Jacques, il y a une réédition, si vous voulez savoir tout sur ce moteur, le pilote qui a fait sa légende, donc On le Michael trouve Wood. sur le site Café Racer. Voilà, sur le site de nos confrères de Café Racer, voilà, la réédition. Et tu viens de sortir un livre sur les frères Chevalier. Oui, absolument. Voilà. Mais ça, Donc, c'est pareil, allez-y, frères Chevalier, donc pilote, concepteur de châssis, voilà, de moto. voilà. Ils ont fait l'aventure Vauxhall aussi, je crois qu'il a fait. Alain Chevalier. Alain Chevalier a fait le Chevalier, cadre de Vauxhall. ouais, puisque Donc, Olivier voilà. s'est malheureusement Donc tué ça, c'est en ton course. dernier bouquin, ça. Il vient de sortir là. C'est incroyable. Nous allons le chroniquer. Il arrive de l'imprimerie Il ici est encore à tout chaud. la Sunday Ride classique. Bon bah écoute, Jacques, Ah merci bah. beaucoup. Merci Axel, Allez, pardon. à bientôt. Ok, Salut, merci à salut. vous. Ciao.